Honoré, madame, monsieur, de nous retrouver dans le cadre du manège du savoir sur l'antenne TV de la CIRTV. Le manège du savoir, votre magazine du savoir-faire, du savoir-faire et du savoir-être. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la maison des savoirs. Si à Yaoundé, au quartier étudié, qu'est-ce que c'est que toute une maison des savoirs? Déjà, d'où est partie cette idée? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce qu'elle offre? Et quelles sont les perspectives avec les adhérents que vous êtes nombreux à être ou que vous allez être? Nous allons parler de la Maison des Savoirs en compagnie de Madame la Présidente fondatrice, Madame Marie-Rose Mouchirude. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans la Maison des Savoirs. Madame Anémone Atana, bonjour. Vous êtes la gestionnaire au quotidien de la Maison des Savoirs. Peut-être qu'on va commencer par Madame Marie-Rose Mouchirude. Qu'est-ce qu'elle offre, la Maison des Savoirs? Quand on parle d'une Maison des Savoirs, il faut peut-être la présenter aux téléspectateurs. Alors, d'abord, bonjour et merci de nous donner cette opportunité d'être là aujourd'hui. La Maison des Savoirs existe depuis 2004. Elle a commencé par être une bibliothèque autour de laquelle il y avait des activités socioculturelles. Donc, au fur des années, on a évolué vers un centre socioculturel. Donc, le point central reste et demeure la bibliothèque. Quand on parle de bibliothèque, on parle de son fonds documentaire qui s'évalue à peu près combien? Aujourd'hui, nous avons environ 10 000 ouvrages disponibles au public. Donc, c'était une bibliothèque de lecture publique avec une section adulte et une section jeunesse qui sont dissociées dans la structure. Et nous accueillons des étudiants, des élèves, des chercheurs parfois et des enfants des écoles environnantes. On a noté que la Maison des Savoirs est située dans un quartier populaire. Ce n'est pas un détail. Bien entendu, l'idée de départ, c'était de mettre une structure dans un quartier populaire, une structure de proximité. Nous savons tous ici que beaucoup de populations, des gens qui habitent dans les quartiers populaires n'ont pas toujours accès à des structures telles que celle-ci. On peut dire aujourd'hui que ça a évolué. Nous, quand on a commencé en 2004, il y avait très peu de structures de ce genre. Et donc, comme notre cible, c'est vraiment des populations les moins favorisées, pour ne pas dire les populations défavorisées. Revenus moyens, modestes? Oui, il y a quand même des revenus modestes et des revenus moyens. Vous savez aussi qu'il y a des familles où il y a plusieurs enfants et donc ça a un coût. Et nous voulions aussi mettre cette structure dans un quartier populaire parce que on veut donner l'accès à la culture, au savoir
savoir dans le sens large du terme, hein, parce que le savoir n'est pas restrictif, à ces populations qui n'ont pas toujours l'opportunité d'aller dans un centre-ville pour bénéficier de telles structures. On a de nombreux centres culturels, que ce soit camerounais ou étrangers. Et bien entendu, les bibliothèques des institutions scolaires ou universitaires, toute une maison de savoir dans un quartier populaire, c'est vraiment le savoir à la disposition des populations sur place. Avant de revenir sur le fonctionnement au quotidien, et c'est ce que la maison de savoir offre à ses adhérents avec Anemone à Tangana, je voudrais creuser un tout petit peu les motivations, ou plutôt les origines d'une idée comme celle-ci. Nous savons que Mme Marie-Rose Mouchirou, d'origine camerounaise, est installée, elle a fait presque le tour du monde, installée en Europe aujourd'hui. Vous-même, vous flattez beaucoup avec l'enseignement puisque vous êtes enseignante dans le supérieur, dans les universités occidentales. Vous avez offert ce cadre à vos jeunes compatriotes. D'où est partie cette idée? Quelle était la motivation au départ? La motivation, c'est d'abord un constat et une envie aussi de participer à comment dirais-je, oui, l'édification de, bon, chacun doit porter sa petite pierre qui va devenir, bon, finalement, un grand immeuble, édifice. Exactement. Donc, comme vous l'avez souligné, j'ai parcouru le monde, j'ai pas fait le monde entier, ce serait très prétentieux de le dire, mais quand même... mais vous avez beaucoup voyagé. Voilà, je connais un peu le monde. En préparant l'émission, on vous a dit que vous voyagez beaucoup. Oui. Mais déjà, tout ce qui est social m'a toujours intéressée. Partout où je suis allée, j'ai essayé, en tant qu'être humain, de ne pas passer à côté de ceux qui auraient éventuellement pu bénéficier d'un petit savoir que j'aurais possédé. Et là, c'est modeste que de le dire. Parce qu'en réalité, quand on est dans une maison qui a au moins 10 000 livres... Donc, quand je venais ici dans les années 2000, j'avais constaté qu'il n'y avait pas vraiment de structure de proximité. Et discutant avec les jeunes, les uns et les autres, je me suis dit, un jour, ce serait bien qu'on mette une structure de ce genre dans un quartier populaire. Merci Madame Marie-Rose Mouchirou. Avant de nous arrêter sur le fonctionnement au quotidien de la Maison des Savoirs, ce que vous offrez au quotidien aux adhérents, ceux qui sont déjà là, aux potentiels adhérents, pourquoi pas, aux jeunes, je voudrais creuser encore un tout petit peu, avec votre permission, sur les motivations fondamentales, sur les motifs de cette idée d'une maison de savoir. Nous savons que vous voyagez beaucoup, vous êtes enseignante, vous observez, vous encadrez les jeunes. Qu'est-ce qui vous a marqué ici et là dans le monde, hein, puisque vous avez presque tous les continents de la Terre? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme manque au Cameroun? D'où vient cette idée de la maison de savoir? L'idée de la maison des savoirs était assez simple, du fait que, pour commencer, je m'intéresse à l'être humain. Et partout où je suis passée, j'ai toujours essayé de voir qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais apporter à ceux qui avaient besoin d'un soutien, d'un complément d'information. Voilà. Donc, quand je venais ici en vacances dans les années 2000, j'ai toujours, c'est pas que j'ai toujours beaucoup de discussions avec les jeunes, les moins jeunes, etc. Et à l'époque, il s'avérait qu'il n'y avait pas beaucoup de structures dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce qu'il y a quand même dans pas mal de quartiers des structures qui se montent, qui essaient tant bien que mal de fonctionner. De 2000 à 2012, ça fait quand même 12 ans. Oui, donc en 2004, j'avais décidé, quand je suis rentrée en France, parce que c'était difficile, de monter une structure quand on était dans un troisième pays. Je pouvais, parce que je restais 2-3 ans dans un pays ou en continent, je changeais et ce n'était pas évident de monter une structure. À partir du moment où j'étais basée
la base était la France et que même si je continue à voyager, je pouvais envisager de monter quelque chose de constant, de solide au Cameroun. Voilà, ici. Et pourquoi dans un quartier populaire, nous savons tous qu'il y a certaines couches socio-culturelles qui n'ont pas toujours accès à des structures d'éducation populaire, des centres des structures culturelles en fait. Et le quartier Etoudi a été choisi pas parce que c'était Etoudi, mais parce qu'on a trouvé un environnement propice où où les jeunes pouvaient facilement avoir accès à notre structure. Parce que la Maison des Savoirs est vraiment au beau milieu du quartier, même si vous avez choisi un local acceptable. Chez nous, on parle de villas, pourquoi pas, parce que le local est beau, dans une clôture. Et puis, on parle de ce fonds documentaire, plus de 10 000 livres. Il n'y a pas que les livres, parce qu'il y a quelques ordinateurs. Oui, il y a des ordinateurs qu'on va voir, qu'on a visités. Mais d'où la question des moyens. Les moyens humains, matériels, financiers pour monter un projet de cette envergure. Alors, je veux juste revenir sur une chose, c'est que j'entends souvent dire ici, c'est une structure privée. J'aime pas ce mot, enfin, c'est pas que j'aime pas. Peut-être parce qu'on veut dire que ça n'appartient pas à Oui, l'État. mais pour moi, c'est une structure cittoyenne. Voilà. Je pense que le mot citoyen est mieux approprié, parce que privé voudrait sous-entendre qu'on fait des affaires alors que tel n'est pas le cas. Une personne, je ne parle pas de moi en particulier, une personne qui, à un moment donné, décide de s'occuper ou de s'intéresser aux autres, porter sa voilà, de porter sa contribution, aussi modeste qu'elle soit, je pense que c'est une démarche citoyenne. Mais avez-vous ces 10 000 livres quand même au moins, ne l'oublions pas. Ces 10 000 livres, certes. Et pas n'importe quel livre, parce que ça embrasse beaucoup de domaines. C'est le savoir vraiment à la portée du citoyen. Oui, nous essayons de mettre, c'est pas parfait, mais bon, on essaie de mettre des ouvrages, des documents, des outils de travail à la disposition de tous ceux qui veulent. Des dictionnaires, hein, oui, des dictionnaires. Il y a pas mal quand vous faites le tour, vous allez voir qu'on couvre un peu tous les rayons qu'une bibliothèque peut avoir. Donc, il faut mobiliser les moyens. Ouais, il faut mobiliser les moyens. Les moyens sont financiers, certes, mais ce sont aussi des moyens humains. Les 10 000 livres, ce n'est pas moi qui ai apporté 10 000 livres ici. Il y a la contribution de beaucoup. Des uns et des autres, des uns et des autres qui, à un moment donné, se disent, voilà, on essaie de monter quelque chose, alors voilà, ma contribution, c'est ça. Nous avons des amis, il y a les amis de la Maison des Savoirs, qui sont aussi bien en Europe qu'ici, qui nous donnent aussi un coup de main en apportant des ouvrages, en nous encourageant moralement, soutien aussi et puis ces conférences, puisqu'on parle il y a des enseignements ici. Oui, alors quand on dit la Maison des Savoirs, les savoirs, c'est pas, il y a le livre certes, mais il y a d'autres savoirs qu'on essaye de partager. Il y a d'autres modes de savoir. Voilà, il y a d'autres modes de savoir qu'on essaye de partager avec les uns et les autres, parce que vous avez un public qui viendra pour les livres, vous avez une salle de travail à côté, vous avez des étudiants ou des élèves, des gens qui travaillent là. Qui font des mais recherches. Vous avez aussi des gens qui ne font pas forcément la recherche, qui sont tout simplement curieux, qui veulent découvrir des choses. Donc, il y a des livres, des journaux. Il y a des journaux aussi. Nous recevons des journaux et les journaux, on les reçoit par exemple généreusement, gracieusement, parce que nous avons, je ne sais pas s'il faut citer le nom des gens. Oui, pourquoi pas, ils contribuent. Voilà, nous avons le docteur Edou qui est l'adjoint au délégué du gouvernement chargé de la culture. Il est votre voisin dans le quartier? Oui, voilà, qui est notre voisin en face. Vous offre des journaux pour les lecteurs? Absolument. Et chaque semaine, nous avons un certain nombre de titres
qui sont mis à la disposition des usagers et ils sont vraiment consultés. Ça, c'est... Au moins, c'est je profite de l'occasion pour le remercier. Alors nous nous retournons vers Anémone Atana qui s'occupe de la gestion au quotidien de la maison des savoirs. Déjà la gestion au quotidien, ça vous dit quoi? C'est vous qui ouvrez les portes, vous les fermez à quelle heure, à qui, comment, pourquoi? Alors la gestion de la maison des savoirs au quotidien, elle est faite par déjà 5 jeunes hommes et femmes. Vous n'êtes pas seul? Non, je ne suis pas seule du tout. Donc c'est une équipe de jeunes, on est assez dynamique, on le voudrait, pour que les choses marchent bien. Alors nous ouvrons chaque matin, mardi à samedi. De mardi à samedi dans la semaine. Samedi. Nous ouvrons à partir de 9 h et on ferme à 17 h. Comme la plupart des centres culturels quand même, voilà. Hein, c'est-à-dire de mardi à samedi, excepté le dimanche et le lundi. Excepté le dimanche et le lundi. Et toute la journée, vous êtes ouvert, vous accueillez les visiteurs, les lecteurs, les adhérents? Oui, donc il y a l'accueil d'abord des lecteurs qui viennent. Il y en a qui viennent emprunter simplement les livres pour aller les lire à la maison. Il y en a qui viennent travailler sur place parce qu'on a quand même un cadre qui peut leur permettre des tables de travail comme celle-ci. Voilà. Donc le calme en matinée, surtout les jours ouvrables de classe. Donc pour les étudiants, c'est assez bénéfique, surtout que les universités, c'est pas si loin que ça. SOA par exemple est à côté et cela permet aux étudiants de venir travailler ici sur place. Ils travaillent, ils ont des documents, des ouvrages de référence, des dictionnaires. Donc tout le matin, ils sont là. Des encyclopédies, il y a également des films. Oui, nous avons des films documentaires assez éducatifs. Des films historiques, on peut... Bien sûr, nous avons des films historiques, il y a des jolis titres, Malcolm X par exemple, nous avons Madame Bovary, nous avons les guerres, nous avons pas mal de films qui sont assez intéressants. Alors donc, principale activité, la lecture, la recherche dans les livres, d'autres activités parce qu'il y a des ordinateurs qu'on va circuler, il y a aussi ces rendez-vous, c'est-à-dire qu'il y a des activités pour le club de lecteurs. Voilà. Alors, donc déjà, ce que je vais vous dire, c'est qu'à part ces étudiants-là, qui sont assez nombreux, nous avons aussi des élèves des écoles publiques qui sont aussi nombreux. Nous avons des élèves des lycées et collèges qui sont nombreux. Mais à côté de ces élèves-là, c'est-à-dire qui vont à l'école formelle, il y a aussi des enfants qui ne vont pas à l'école. Et nous, on leur fait ce qu'on appelle l'alphabétisation. Il y en a qui ne vont pas à l'école, voilà, qui bénéficient de l'alphabétisation. Nous sommes dans un environnement, nous sommes à Etoudji. Le quartier abattoir n'est pas loin d'ici. Nous avons une population nordiste qui est assez conséquente. Et ces tout petits enfants-là, généralement, l'âge varie entre 5 et 15 ans, voire même plus, qui ne sont jamais allés à l'école. Alors ceux-là, on leur fait ce qu'on appelle l'alphabétisation gratuite. Et ça, depuis déjà 5 ans. Et depuis l'année dernière, voire même l'année, fin 2009, début 2010, nous avons commencé même à faire l'alphabétisation pour leur maman. Aussi ici, à la Maison des Savoirs. Parce que même les adultes ne sont pas ignorés ou abandonnés. Ils bénéficient aussi de quelques savoirs, puisque nous sommes dans la Maison des Savoirs. Tout à fait. Donc, ces mamans-là qu'on alphabétise, elles peuvent mieux suivre les enfants, elles peuvent mieux circuler, elles peuvent mieux vivre au quotidien. Nous sommes quand même dans un quartier de Yaoundé, il ne faut pas l'oublier. Et ces enfants qu'on alphabétise, il y en a qui sont très, très intelligents. Et nous sommes très, très soutenus par l'école publique d'Etoudji, que je voudrais remercier. Donc, il y a le directeur de l'école publique d'Etoudji qui nous soutient énormément et qui, depuis 3 ans aujourd'hui, nous permet d'inscrire ces enfants à l'école.
Parce que les parents, ils ne mettent pas leurs enfants à l'école. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour certains. Pour d'autres, c'est de l'ignorance. Ils ne savent pas à quoi va leur servir. Pour pouvoir les inscrire, assurer, Voilà. acheter des Donc, fournitures scolaires. Voilà. Nous, on fait ce travail-là. Et il y en a qui n'ont pas de moyens, comme je disais, ou alors le parent ne s'en soucie pas. Alors nous, on prend sur nous de mettre ces enfants-là qui sont très intelligents et autres à l'école publique d'Etoudji. Et nous-mêmes, nous les suivons. On voit ce travail intéressant, j'allais même parler de solidarité ou alors de travail humanitaire finalement, au-delà de l'aspect intellectuel qui apparaît au premier abord. Qu'en est-il de ces rendez-vous hebdomadaires pour des formations ponctuelles ou alors les célébrations spéciales de certaines journées internationales? Alors, nous avons par exemple les cours d'informatique que nous faisons ici. Donc, c'est de l'initiation à l'informatique. Donc, un apprenant qui va arriver, il va faire Word, Excel, il va faire Internet. Ça dit qu'au bout de 3 mois, quand quelqu'un a été formé, je profite pour dire que ce sont des formations individuelles. Donc, on suit la personne de bout en bout pendant 3 mois et la personne là peut être apte à travailler déjà sur pour ne plus être analphabète du 21e siècle. Voilà. Donc à côté de ça, nous avons aussi les formations en couture que nous faisons, patchwork, décoration. Couture, c'est pour les hommes ou c'est pour les femmes? Alors, ou pour les femmes uniquement? Alors la couture, c'est pour les femmes, les filles, parce qu'il y en a qui ne font rien. Il y en a qui ne font rien. Il y a des femmes aussi qui s'intéressent à la couture. Donc, on fait cette alphabétisation-là. Donc, on fait ces formations-là aussi. Nous avons des formations qu'on fait aux jeunes aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. Nous faisons des formations gratuites en danse. Donc, des initiation jeunes... à la danse. Tout à fait. Nous avons un chorégraphe. La danse africaine, la danse contemporaine. La danse contemporaine et africaine. Donc, nous avons un chorégraphe qu'on met à leur disposition 2 jours par semaine. Ça se passe dans l'une des salles ici, parce que ça se passe dans l'une des salles ici à Etoudji. Voilà, parce qu'il n'y a pas que celle-ci, donc nous avons une autre salle similaire, peut-être un peu plus grande que celle-ci, et elle nous sert pour des manifestations grand public. Donc je parlais tout à l'heure de la danse, il y en a d'autres, des conférences, ça peut être des débats, ça peut être des causeries éducatives que nous organisons. Vous parlez de conférences, des débats, c'est-à-dire les conférenciers. Tout à fait, donc ici. oui, donc on invite des personnalités ressources. Le professeur Benedien Njome était passé par ici. Par exemple, Gaston Kelman, par exemple. François Bingono, par exemple. Et la liste est longue. Ce sont des écrivains, des universitaires. Voilà, nous avons des écrivains, que ce soit camerounais, que ce soit expatriés ou je ne sais pas trop. Donc, nous avons toutes ces personnes-là qui viennent ici et qui viennent nous encourager parce que pour moi c'est un encouragement. Ils viennent, ça veut dire qu'ils soutiennent ce qu'on fait. À quelles conditions? Parce que s'il y a des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'étaient peut-être pas au courant, à quelles conditions? Est-ce qu'on paye beaucoup d'argent comme dans certains grands centres culturels? On a parlé de social et d'humanitaire. À quelles conditions ici? Une idée juste. Alors, les étudiants, les élèves et les écoliers s'abonnent à 2000 francs. C'est un abonnement annuel. Donc, pendant toute une année. En fait, il s'agit d'un prix modique. Voilà. Et puis, les adultes, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent comme vous, par exemple, vous allez vous abonner à 2500 francs l'année. Merci pour ces informations. Oui, l'autre préoccupation, c'est avec vous, Madame Marie-Rose Mouchouré, toujours relativement à la mobilisation des moyens matériels, humains, financiers. On constate que vous offrez finalement beaucoup de choses. À quelles conditions faut-il parler de tout ceci, notamment pour les divers intervenants? Oui, nous avons beaucoup de soucis dans la mesure où nous sollicitons, on aimerait que le gouvernement encourage des initiatives citoyennes telles que celle de la Maison des Savoirs et d'autres de ce type. Mais parfois, c'est difficile. Vous savez qu'au Cameroun, c'est très difficile. On sait qu'en Europe, les mairies s'occupent de ce genre de secteur. Nous avons sollicité notre mairie du 1er arrondissement, maintes et maintes reprises. Nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse qui, il y a 2 ou 3 ans, non, il y a 3 ans, nous avait aidé un tout petit peu et nous sollicitons parce que nous sommes entourés des jeunes, nous faisons de l'éducation populaire et on aimerait avoir plus de soutien du gouvernement, plus de soutien des citoyens camerounais aussi qui devraient s'engager
dans... Pour peu qu'on maîtrise un domaine, voilà, hein, ce un type domaine de d'action, savoir. on amène ces savoirs, on peut soutenir financièrement parce qu'on emploie 5 jeunes, nous savons tous aussi que, et sans compter les intervenants extérieurs, Les 5 jeunes sont là au quotidien. Ils sont voilà, là. exactement, donc les 5 sont au quotidien, il faut des salaires, etc. Nous aimerions bien avoir un soutien dans ce sens. Je voudrais ici dire aussi, pour peut-être clore, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, qu'au départ c'était très difficile. Beaucoup de gens, les Camerounais m'en avaient dissuadé. La structure fonctionne sans un patron qui vient surveiller si tout est bon, etc. Les portes sont ouvertes à l'heure, elles sont fermées à l'heure. L'environnement est propre. En fait, les gens qui travaillent là sont corrects. Voilà, les gens sont accueillis. Corrects. On a pu avoir quelques bénévoles camerounais, il faut le souligner, chose que tout le monde a crié, comme nous savons tous ici que pour les Camerounais, l'argent c'est la valeur idoine, n'est-ce pas? Oui, il y en a qui veulent quand même. Voilà, donc il y a quand même des Camerounais qui se mobilisent aussi, qui se dévouent. Voilà, qui se dévouent et qui donnent de temps en temps de leur temps, et je voudrais ici les remercier. Alors, par rapport aux perspectives, que faut-il envisager? C'est vrai que vous avez ouvert la porte à la coopération, à la collaboration avec les institutions étatiques et même des individus. Vous avez parlé tantôt des individus dépositaires d'un savoir quelconque. Ils peuvent s'inscrire, donner du leur. Pour l'instant, on parle de la maison des savoirs à Yaoundé. Est-ce qu'on peut envisager une telle initiative à Douala, Bamenda, Garoua, ou plutôt quelque chose de beaucoup plus grand, au-delà du quartier Etoudi? Peut-être le quartier Mélène, enfin, je pose la question. Le but au départ, c'était ça, d'implanter des maisons des savoirs un peu partout dans le pays, non seulement dans les villes, dans les quartiers, mais aussi en zone rurale. Nous avons commencé depuis l'année dernière une action dans 3 villages autour de Yaoundé où on accompagne les femmes, on fait de la sensibilisation, on travaille au quotidien, enfin, de plus en plus avec ces populations-là qui sont très réceptives, parce qu'il faut dire aussi que les zones rurales au Cameroun, du moins dans le centre, sont quand même laissées pour... Oui, elles sont isolées. Voilà, elles sont isolées. Il faut faire le terrain comme vous voilà, pour le remarquer, comme les journalistes aussi, parce qu'on voyage, on voit. Voilà, je pense que ces populations-là ont aussi besoin de sortir un peu de leur isolement. Voilà, isolement. Et ils sont en demande et on a commencé ce travail et nous espérons que du côté du gouvernement, on va avoir des soutiens, du côté des citoyens camerounais, parce qu'il y a des citoyens camerounais qui ont des moyens et ils pourraient donner un peu de ces moyens à leurs compatriotes en les aidant. L'aide n'est pas seulement au sein de la famille nucléaire ou étendue. Si on veut construire un pays, on doit penser pays. On ne doit pas penser, je viens de tel endroit ou de tel endroit. On peut s'investir dans des actions citoyennes comme celle-ci. Merci beaucoup, Madame Marie-Rose Mouchiro. On a compris que vous serez disposée à travailler, à collaborer avec toutes les bonnes volontés, que ce soit des institutions, des personnes physiques ou morales. Absolument. Et bravo pour cette initiative. Bravo aux jeunes qui travaillent avec vous. Ah oui, on doit les féliciter parce que c'est eux qui font le travail. Au quotidien. Merci d'être passé par le manège des savoirs, vous qui êtes de la maison des savoirs. Merci madame, monsieur, d'être resté en notre compagnie une demi-heure durant. Prenez rendez-vous pour une autre édition du manège des savoirs, toujours sur l'antenne TV de la CRTV. À bientôt.